Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo, M. Germain Kabenga Katumba, est notre invité. Merci d'être toujours dans notre compagnie. C'est un plaisir. Après quelques jours de suspension, le dialogue politique congolais a repris. Est-ce qu'on peut encore attendre beaucoup de choses de ce dialogue-là? La République démocratique du Congo, en l'état actuel des choses, ne peut pas se permettre des économies d'initiative. Nous ne pouvons pas aller dans la procrastination permanente. Il était important et il est toujours important de marquer notre volonté de faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent autour de cette initiative qui n'offre aucune alternative. C'est le dialogue. Même ceux qui ont accepté d'arriver à ce dialogue, oui, ils ne sont pas autrement contents d'y être parce qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Ils ont dû même claquer la porte à un moment donné avant de revenir. Mais c'est ça. Est-ce que ça ne donne pas raison justement à ceux qui ont décidé de boycotter ce dialogue? Vous savez, si tout était sans problème, on n'aurait pas besoin de dialogue. C'est bien parce que les points de vue sont diamétralement opposés et que les aspérités sont à ce point prononcées qu'il est important de se mettre autour d'une table. C'est parce que certains considèrent qu'il faut commencer par l'élection présidentielle et d'autres par les élections locales qu'il faut trouver le juste milieu. C'est parce que certains considèrent que le gouvernement n'a pas suffisamment financé et que le gouvernement argue que la CENI n'était pas prête qu'il faut trouver un juste milieu. C'est parce que nous avons des points de vue opposés que nous dialoguons. Mais justement, aujourd'hui, on s'achemine vers la fin de l'élection présidentielle et on n'est pas capable d'organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. À qui imputer la responsabilité selon vous? En République démocratique du Congo, le président de la République, le gouvernement n'ont aucune responsabilité constitutionnellement reconnue quant à l'organisation du processus et des cycles électifs dans notre pays. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dites. Ça veut dire qu'au sortir du dialogue intercongolais, pour des raisons de défiance mutuelle, on a décidé de mettre en place une institution ad hoc totalement indépendante qui aurait l'entièreté de la responsabilité de l'organisation du processus électoral dans sa dimension matérielle, logistique, mais aussi dans tous les autres aspects en termes de proclamation et tout ce que vous voulez. Le rôle des autres institutions, comme l'Assemblée nationale, c'est de recevoir les textes législatifs à adopter pour faciliter leur travail. Est-ce que vous comprenez quand même que si l'opposition sent le besoin de récuser un certain nombre de personnes, c'est que les choses ne se passent pas très bien? Mais moi, je voudrais vous reposer le problème autrement. Oui. L'opposition qui désigne librement ses membres à la Commission électorale nationale indépendante fait-elle alors les mauvais choix? Puisque c'est une répétition permanente. Oui, mais si déjà le pouvoir trouve le moyen de coopter certaines personnes, justement, dont on ne peut plus justifier de la neutralité, il y a de quoi quand même. Non, alors le problème que vous posez est un problème profond qui remet en cause alors la validité du système établi au sortir du dialogue intercongolais. La Commission électorale nationale indépendante dit, à qui veut l'entendre, qu'elle ne pourra pas organiser cette élection. Cette situation semble profiter quand même à quelqu'un. Au président de la République. Ça lui profite ou ça ne lui profite pas? Ça ne lui profite en rien. Bien entendu. Vous croyez que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est heureux d'avoir en permanence tous ces colibets qui viennent de la communauté internationale, qu'il est heureux de voir son opinion publique manipulée et mobilisée en faveur de la déstabilisation de son pays, héritage d'un travail de 15 ans qu'il a accompli. Mais il n'a qu'à leur donner la preuve de sa bonne foi. Mais la preuve de sa bonne foi, c'est depuis 2013, M. Babilas-Botton, qu'il nous appelle tous autour de la table pour dire « Nous allons vers un mur, trouvons une solution politique ». Lorsqu'il insiste pour dire que seul le dialogue va nous permettre de trouver un consensus nous permettant d'organiser dans les meilleurs délais des élections transparentes et qui seront acceptées par tous et qui permettront une meilleure respiration de la démocratie. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Vous savez quand même... veut un dialogue. Aujourd'hui, un dialogue vous savez si le chef de l'État avait voulu s'accrocher au pouvoir, il avait des canaux beaucoup plus simples. Ah non, attention, il n'avait pas de canaux plus simples parce que l'opposition a fait la veille. Pour éviter justement, Monsieur Babilas-Botton, vous êtes un globe-trotteur de l'Afrique. Dans quel pays africain l'opposition ne fait pas la veille? En tout cas, dans le cas spécifique de la République démocratique du Congo, on a vu l'opposition faire la veille pour empêcher justement une révision de la Constitution. Je suis un ministre de la République. C'est une possibilité. Je suis un ministre de la République, je ne vais pas citer de nom ou de pays. Mais je pense que les révisions constitutionnelles faites avec autorité dans beaucoup de pays environnants l'ont été faites au-delà
si vous voulez, de la vigilance de ses oppositions. Donc si le président de la République, qui a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, voulait s'accrocher au pouvoir, il avait le loisir en 2013, en 2014, en 2015 de convoquer le collège référendaire et d'interroger le peuple qui finalement est le dernier recours. Sauf que ça ne marche pas Il toujours. ne l'a pas fait. Le cas du Burkina Faso est là, le président de la République a voulu s'accrocher, la population peut lui dire non. Ce qu'on appelle glissement chez vous aujourd'hui. J'ai comme l'impression que, pardonnez-moi de le dire, le président de la République a opté pour ce glissement-là. Non. Ce qui ne semble pas marcher non plus. Non, pas du tout. Le glissement, comme vous le dites, c'est le constat d'une limite technique constatée par la Commission électorale nationale indépendante. Et ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. Nous ne sommes qu'à la validation d'une dizaine d'années de démocratisation, contrairement à beaucoup de pays. Ce n'est pas une vraie excuse. Non, c'est une excuse. Les règles sont établies, il suffit de les respecter. Non, mais c'est pas vrai, parce que par exemple, nous, notre processus électoral, tout son cycle complet coûte 1,2 milliard $. Lorsque nous avons décidé de ces mécanismes, l'avions-nous évalué ainsi? Je ne pense pas. Ça veut dire que dans l'application de tout processus démocratique, il peut y avoir des limites. Et nous essayons de trouver des solutions pour la troisième. Vous que les membres de l'opposition qui, malgré le refus de certains de venir à ce dialogue, on puisse s'asseoir et la dernière fois, ils ont dû claquer la porte, ils sont partis. Est-ce que vous comprenez cela? Mais évidemment que je comprends cela. Vous comprenez cela? C'est pour ça que je vous dis. Vous connaissez les raisons? Mais les raisons, nous les connaissons tous. Oui, quelles sont les raisons? Les raisons, c'est qu'il y a des divergences. Les divergences, là, non. Lesquelles? Par rapport à la date de la tenue de l'élection présidentielle. Qui fixe la date? C'est la pas... Commission électorale nationale indépendante qui est partie prenante au dialogue. Comment se fait-il que le pouvoir en place veut bien organiser les élections locales avant d'organiser les élections Mais parce que c'est constitutionnel, monsieur. Parce que, regardez, il n'y a pas d'urgence. Aujourd'hui, l'attention est focalisée sur le président Kabila. Absolument. Il aurait pu donner la preuve de sa bonne foi en disant, vous savez, moi je ne veux pas être candidat une autre fois. Ça, c'est écrit déjà dans la Constitution. Deuxième chose, s'il y aura glissement, il y aura une transition. Bien entendu, on ira au-delà. Et par conséquent, la transition sera gérée par qui? L'opposition ne veut surtout pas que cette transition soit gérée par le président Kabila. Monsieur Babylas Bouton, s'agissant de la deuxième partie de votre question, elle est réglée par l'article 70 de notre Constitution et tranchée par un arrêt de la Cour constitutionnelle qui postule que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ce qui n'a pas été du goût de l'opposition non plus. C'est pas une question de goût, on respecte la Constitution ou on ne la respecte pas. Est-ce que ce n'est pas mieux d'organiser la présidentielle avant les locales? Et le président gouverne avec... Mais c'est pas une question de pression. Il va se poser un autre problème, c'est qu'on n'aura pas d'Assemblée nationale, le président n'aura pas de majorité, il faudra trouver une solution pour gouverner. Mais on aura quand même eu au lieu de se concentrer... élu. Non, mais c'est ce qu'on a fait en 2006. Est-ce que ça n'a pas entraîné une crise institutionnelle avec un Sénat? Que celle qu'on observe aujourd'hui tout au moins. Ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Tout le monde est focalisé aujourd'hui là-dessus. Le sens de responsabilité des dirigeants, c'est de faire en sorte que l'enracinement de la démocratie se fasse de manière définitive. Nous n'allons pas continuer, et notre responsabilité est engagée, à faire la politique du fait accompli. Parce que considérer que le problème il est individuel, alors qu'en réalité le problème c'est celui de la démocratisation de notre pays et de l'application de notre Constitution, se botter en touche. Quel est votre regard sur la marche du 19 septembre et la répression qui s'en est suivie? Dans un pays qui a connu 5 millions de morts à la suite des guerres que nous connaissons tous, dans un pays qui essaye de se reconstruire, un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a aucune porte qui est fermée, il n'est pas nécessaire d'exacerber les antagonismes et d'aller dans des extrêmes. C'est autour d'une table, comme nous l'avons fait à Sun City. C'était pire que la situation actuelle. Mais la marche de protestation, c'est quand même un argument constitutionnellement reconnu. Comme pour le retour de Tshisekedi, il n'y avait pas eu de problème. C'était des centaines de milliers de personnes. Comme le discours ou le meeting de M. Tshisekedi, il n'y avait pas eu de problème. Mais il y avait des centaines de problèmes Mais parce que le message était ambigu. Certains marginaux de groupuscules radicalisés ont cru comprendre à travers les messages qui leur avaient été lancés qu'il n'y avait plus de pouvoir, qu'il n'y avait plus d'État. C'est pour ça qu'une manifestation prévue à 12 h, à 8 h, on brûlait des policiers. À 8 h, les transports communs et les receveurs des tickets étaient brûlés. J'ai des images. Je ne vais pas... Oui, mais vous voyez J'ai des images, M. Babylas Bouton. Non, je ne vois pas les choses avec une seule lunette. C'est ce qui a entraîné l'intervention des forces de police et des forces de l'ordre. Et évidemment, lorsque nous en arrivons à un niveau où
vous avez des manifestants qui ont des kalachnikovs, vous avez les réseaux sociaux qui ont ces images, il peut y avoir un niveau de dérapage de part et d'autre. Certains de vos compatriotes, monsieur le ministre, vous appellent le Macron congolais. Non, je suis monsieur Germain Kabinga. Allusion faite à l'ancien bouillant ministre français de l'économie. Comment est-ce que vous recevez ces fleurs-là, si on peut les appeler ici? Moi, je suis d'une génération Babylas Botton qui n'a aucun complexe vis-à-vis de l'Occident. Nous avons eu l'avantage de faire les mêmes écoles et nous n'étions pas derniers de la classe. Je suis un acteur politique congolais. Ne vous éloignez pas de ma question. Comment est-ce que vous recevez ces fleurs-là? Je ne pense pas que pour moi ce soit un compliment. Moi j'aimerais qu'on me dise que vous avez un portefeuille d'investissement dans le pipeline d'1,5 milliard, personne ne l'avait fait avant, félicitations. Et je dirais je fais mon job. Mais il faut constater quand même qu'il y a beaucoup de similitudes dans vos parcours, dans vos trajectoires, mais j'espère que l'autre s'apprête à devenir candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que la similitude ira jusque-là? Non, absolument pas, pour la simple et unique raison que pour l'instant dans notre pays... Faites très attention à ce que vous avez dit parce que la télévision a de la mémoire. Laissez-moi terminer mon développement. Dans notre pays, la priorité aujourd'hui, ce n'est pas l'expression des ambitions individuelles. Je suis ministre de la République, je travaille derrière le chef de l'État pour résoudre une problématique la langue de bois complexe à laquelle on est qui habitué. Est celui... Oui, je pense que vous allez faire mieux. Dans l'état vous y pensez ou vous y pensez pas? Je n'y pense pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une de mes préoccupations. Ni demain. Demain, c'est un autre jour. Chers téléspectateurs, ici s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.